Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui a eu lieu ici, en France. C'est un cas absolument terrible, mais qui a été rapporté par les médias d'une façon très confuse. Pour vous, je vais essayer de relater les faits et démêler au mieux les éléments de cette affaire sordide. Donc, si vous êtes prêts pour écouter l'histoire d'une famille décimée, sans pitié, éteignez les lumières, mettez-vous à l'aise, abonnez-vous, et commençons. Nous sommes en 1995, à Vaux-le-Pénil, une petite ville française de la région Île-de-France. C'est une petite ville en banlieue de la ville de Melun, plutôt résidentielle, d'environ 10 000 habitants. Stéphanie Sané et Donald Davila forment un jeune couple. Bien qu'habitant dans un secteur résidentiel, ils vivent une vie modeste. Stéphanie travaille depuis peu comme employée dans un lycée de Melun, tandis que Donald, lui, est guitariste de zouk dans un bar proche de Melun. Malheureusement, nous ne savons pas comment ils se sont rencontrés et nous n'avons pas d'informations sur le passé avant qu'ils se soient mis en couple. Toutefois, c'est un couple qui s'aime beaucoup et qui a un projet de s'installer durablement dans un logement stable pour peut-être y fonder plus tard une famille. À force de recherche et malgré leurs faibles revenus, ils trouvent finalement un logement, mais malheureusement bien loin de leurs espérances. Un hangar un peu isolé, situé sur un terrain vague, en friche et à l'abandon. Ils mettent quelques années à rénover ce hangar en maison habitable, mais le résultat semble à la hauteur. Leur habitation est passée d'une véritable ruine à une maison tout à fait vivable, voire même confortable. Parfaitement meublée, au point qu'ils y invitaient régulièrement leurs amis, les parents et des connaissances. Ils avaient pour habitude d'organiser de petites soirées, dans lesquelles ils jouaient et écoutaient la musique, et tout ça dans une bonne ambiance. On y buvait du rhum, on y fumait beaucoup, et on profitait tout simplement de la vie. Peu de temps passe avant que la mairie ne prenne connaissance de cette situation. Ils informent les époux Donald et Stéphanie qu'en réalité ce terrain, sur lequel ils vivaient, avait déjà été vendu et qu'ils devaient se préparer à partir. Mais les années passent et le couple met au monde 2 enfants. Un garçon de nom Donald Jr. et une petite fille qui s'appelle Donatella. Toute la famille est heureuse et vit paisiblement dans leur maison. À ce stade de l'histoire, nous ne savons pas comment ils ont pu rester plusieurs années dans cette maison et sur ce terrain qui, selon la mairie, aurait déjà été racheté. Aucune source ne précise cette information. Mais peu importe pour le couple, tout ce qui comptait pour eux était de réaliser leur rêve en fondant une famille, et il semblait qu'ils étaient parvenus à le réaliser. Donald a maintenant 35 ans, et sa femme Stéphanie a 21 ans. Leur fils, Donald Jr., a 3 ans, et Donatella a 22 mois. Tout semble se dérouler paisiblement dans cette famille, sans aucune histoire ni tension, ou tout du moins, jusqu'en 1995. Nous sommes maintenant le 25 septembre 1995. Gilberte Crovisier, la mère de Stéphanie et la grand-mère des enfants, est inquiète. Depuis des jours, son genre Donald et sa fille Stéphanie ne l'ont pas appelé au téléphone, ce qui est totalement inhabituel. La grand-mère était très proche du couple et avait l'habitude de recevoir des nouvelles des enfants régulièrement, voire même tous les jours. Elle commence de penser que quelque chose de mal aurait pu leur arriver. Elle tente de trouver une explication à ce silence. Et elle se rappelle que quelques jours auparavant, sa fille Stéphanie s'était disputée très violemment avec son mari Donald. Il se serait montré très violent envers elle, et Gilberte, la grand-mère, ne peut s'empêcher de se demander si peut-être Donald aurait pu faire du mal à sa fille Stéphanie. La tension pour Gilberte monte d'un cran. Pour en avoir le cœur net, elle décide donc de se rendre immédiatement chez sa fille Stéphanie. Gilberte part alors de Vaux-le-Pénil avec un de ses fils et un de ses neveux. Ils arrivent à la maison du couple Davila et ils remarquent que les voitures sont toujours là. Ils s'approchent de la maison et ils regardent à travers la fenêtre dont les volets n'étaient pas fermés pour tenter d'y déceler quelques signes de vie. Mais à l'intérieur, c'est le calme plat. Il n'y a aucun mouvement. La maison semble vide. Personne à l'horizon. Ils peuvent voir à travers la fenêtre que tous les objets personnels sont toujours là. Les meubles n'ont pas bougé. Et ils peuvent même voir des couches de bébé et la guitare de Donald, dont ils ne se séparent jamais.
La grand-mère est un peu rassurée, mais se demande tout de même où peuvent-ils bien être. Elle pense qu'ils sont peut-être simplement allés se promener, mais tout de même 10 jours est bien trop long pour une simple promenade. Elle retourne le problème dans tous les sens, et ne peut pas s'empêcher de penser que quelque chose de mal s'est passé dans cette maison. Les 3 personnes, Gilberte, son fils et son neveu, commencent alors leurs propres enquêtes. Ils commencent naturellement par s'adresser à leurs voisins, qui semblent très bien connaître le couple Davila. Ils n'ont pas vraiment d'idée d'où peut se trouver la famille, mais ils expliquent à Gilberte que son gendre, Donald, serait impliqué dans des affaires de drogue. Gilberte est très surprise et elle a du mal à croire à cela. Elle sait très bien que Donald a l'habitude d'organiser des soirées un peu poussées, où l'on boit et où l'on fume allègrement. Mais de là à être impliqué dans des affaires de drogue, cela lui semble très improbable. Mais elle garde quand même tout ça en tête. Elle reste particulièrement inquiète de ne pas savoir où son gendre, sa fille et ses petits-enfants sont passés. Mais alors qu'ils sont toujours sur place, soudainement, les lumières à l'intérieur de la maison de Davila s'allument. Gilberte est soulagée, et elle se dit qu'ils étaient peut-être revenus pendant qu'elle parlait aux voisins. Elle court donc frapper à la porte, et elle s'attend que sa fille lui ouvre. Mais surprise, ce n'est pas sa fille qui lui a ouvert, mais un homme qu'elle ne connaît pas, au teint foncé, originaire de la Martinique. Il est grand, a l'air menaçant, et il ne lui fait pas du tout bonne impression. D'un ton calme, détendu, presque insouciant, il y a Gilberte qui s'appelle Edgar Boulet. Il explique être un ami de Donald et qu'il est également parrain d'un des enfants. Il explique que toute la famille Davila est partie un beau matin à bord d'un camion blanc et qu'il était ici pour garder la maison en leur absence. Gilberte se demande alors pourquoi Stéphanie serait partie sans lui dire. Encore plus intriguant, pourquoi serait-elle partie en laissant tous ses biens, et plus particulièrement les affaires des enfants et la guitare de Donald dont ils ne se séparaient jamais? Sans parler du fait que Stéphanie venait d'avoir un travail dans un lycée et qu'il n'y aurait eu aucune raison de partir ainsi d'un jour à lendemain. Gilberte ne croit pas un seul mot de ce qui sort de la bouche de cet homme. Pour elle, il est évident qu'il y a anguille sur la roche. Quelque chose pour elle n'est pas clair, et elle ne peut pas s'empêcher de penser que cet Edgar pourrait en être responsable. Elle le questionne, lui demande s'il est vraiment ami de Donald et s'il y a un rapport avec des affaires de drogue. Seconde après seconde, toutes ses craintes se transforment en réalité. Mais elle ne sait pas encore qu'en fait, sa fille, son gendre et ses petits-enfants sont en grande difficulté. À ce stade, la meilleure chose qu'elle aurait à faire serait d'aller le dénoncer à la gendarmerie locale. Et c'est ce qu'elle fit. La pauvre Gilberte est furieuse et totalement désespérée. Elle part immédiatement au poste de police de Melun, où elle raconte aux agents tous les faits sur la disparition de sa famille. Elle veut vraiment faire bouger les choses et elle décide de déposer plainte contre cet homme mystérieux qui vit désormais chez sa fille. Mais malheureusement pour elle, les forces de l'ordre l'accueillent très froidement. Ils ne semblent pas comprendre ses préoccupations. Ils lui expliquent même qu'ils ne peuvent absolument rien faire parce que sa fille est majeure et qu'elle était libre de disparaître si elle le souhaitait. Mais un détail manque ici, celui des enfants. Où sont-ils, les enfants? Les personnes majeures peuvent décider de disparaître. Mais dans cette affaire, il y a un enfant de 3 ans et une petite fille de 22 mois. Pourquoi rien n'a été fait pour eux? Les forces de l'ordre supposaient peut-être simplement que les enfants étaient avec leurs parents et qu'il n'y avait pas de danger. Malheureusement, à ce stade, Gilberte est dans une impasse. Elle ne le sait pas encore, mais quelque chose d'horrible est effectivement arrivé à la famille Davila. 9 mois se sont maintenant écoulés, et toujours pas de traces de la famille Davila. Pendant ces 9 mois, Gilberte a pu penser à tous les scénarios possibles. Elle s'est rendue plusieurs fois au domicile de la famille et a pu observer les changements et les travaux qu'Edgar avait faits. Il avait notamment fait des modifications sur les réseaux d'eau, ainsi qu'au niveau de la porte d'entrée. Ses craintes ne font que grandir, mais Gilberte est consciente qu'elle ne bénéficiera pas facilement d'aide extérieure. Elle se renseigne donc sur cet Edgar. Elle apprend qu'il a un passé plutôt sombre et la réputation d'être bagarreur. C'est une personne peu fréquentable. Plus le temps passe, et plus elle s'est dit qu'il est impossible que Stéphanie et Donald aient pu confier la maison à un tel individu. Mais malgré tout, personne ne l'écoute. Les différents postes de police et les brigades de gendarmerie dans les communes aux alentours refusent toutes d'accepter la déposition de Gilberte. Ils lui répètent sans cesse qu'un adulte peut décider de disparaître, qu'elle devrait l'accepter et ne pas tenter d'interférer de nouveau dans la vie de sa fille et de sa petite famille. À ce moment-là, on peut facilement imaginer l'état de désespoir et de solitude dans lequel se trouve Gilberte.
Elle tente également de s'adresser aux médias, notamment au journal La République de Seine-et-Marne. Mais de nouveau, elle ne reçoit aucun soutien. Son affaire n'intéresse pas les journalistes. Dans son grand désespoir, abandonnée de tous, elle tente absolument tout. Elle place des affiches dans toutes les rues, dans les commerces, et dans une tentative désespérée, se remet même un médium, dans l'espoir d'obtenir quelques informations intéressantes. Paradoxalement, cette médium se montra plus compétente que les forces de l'ordre. Elle aurait eu des visions très précises, notamment au terrain en friche, une ferme, un homme très grand, mais aussi du sang sur des murs. La description que fait cette médium de l'homme correspond tout à fait au profil d'Edgar Boulet. Des longs mois s'écoulent encore. Aucune enquête n'a été démarrée. Mais l'affaire arrive enfin en tournant en juin 1996. Alors que Gilberte espionne régulièrement la maison de sa fille, elle remarque avec horreur que les 2 voitures, celle de Donald et celle de Stéphanie, ne sont plus là. Elles n'avaient pas bougé pendant tout ce temps, et subitement, elles disparaissent. Elle se demande alors ce que cet Edgar en avait fait, et où avait-il bien pu les amener. Gilberte en a marre d'attendre, elle a besoin des réponses. Alors qu'elle s'était rendue au domicile de Davila, elle descend de sa voiture et frappe violemment à la porte. C'est Edgar qui lui ouvre, totalement ivre. Elle lui demande ouvertement où sont passées les voitures, et il répond tout simplement qu'il les avait vendues. Pour Gilberte, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non seulement cet homme s'était approprié de la maison de sa fille, il lui avait très probablement fait du mal. Et voilà qu'en plus il a décidé de vendre les voitures de la famille. Elle se rend donc immédiatement au poste de police de Melun et elle exige de déposer plainte pour vol de voiture. Heureusement, cette fois-ci, la plainte est acceptée et les gendarmes s'apprêtent à se rendre à la maison de Davila. Mais arrêtons-nous quelques secondes pour parler mieux de Edgar Boulet. En instruisant la plainte de Gilberte, la police se rend compte que cet individu est dangereux. Son casier judiciaire est déjà bien chargé. Il est d'ailleurs immédiatement arrêté par les forces de l'ordre au domicile de Davila, mais étonnamment pour des raisons qui ne sont pas liées à la plainte de Gilberte. Edgar Boulet est un homme de 40 ans au moment des faits. Lorsqu'il était en Martinique, il a fréquenté une école, mais avec peu d'assiduité et peu d'intérêt. Il a principalement fait de petits métiers comme maçon, plombier ou ouvrier agricole. Il a déménagé en France lorsqu'il avait 19 ans. Jusqu'en 1996, il a accompli son service militaire. Il s'est marié 2 fois et a eu 2 enfants. Dans ces laps de temps, son casier judiciaire s'est rempli de nombreuses plaintes, telles que troubles du voisinage, bagarres avec des bouteilles cassées, divers vols, rébellions, violences, insultes, agressions et de nombreux autres incidents violents. Et c'est bien pour tous ces faits que Edgar Boulet a été incarcéré. Gilberte avait donc vu juste quand il lui a ouvert la porte de la famille Davila. C'est à ce moment précis que la police commence à s'intéresser à la disparition de la famille Davila. Durant son incarcération, Edgar est amené au domicile de Davila par les forces de l'ordre. Ils pensaient que les corps de la famille pourraient peut-être s'y trouver. Ce qu'ils y trouvent confirme leurs soupçons. Il y a une grosse tache de sang sur le sol, un morceau de la moquette a été changé et une partie d'un mur a été recouverte. Tout laisse penser qu'il aurait tenté de camoufler une scène terrible, mais il n'apporte absolument aucune explication et il n'avoue rien. Les enquêteurs décident alors d'interroger une fois de plus le voisinage, qui se révèle cette fois être d'une aide cruciale dans cette affaire. Ils évoquent avec les enquêteurs une femme nommée Monique Binard, qui serait la compagne d'Edgar et médecin à Damary-le-Lys, une petite ville à 5 ou 6 km de Vaux-le-Pénil. Cette femme est alors arrêtée et interrogée. L'amante d'Edgar, le docteur Monique Binard, raconte à sa façon comment les choses se seraient passées, mais elle ne donne aucune information, aucun détail sur un éventuel camion blanc dans lequel la famille Davila serait partie. Elle parle peu et met tout sur le dos d'Edgar. Les enquêteurs sont furieux et ils sont persuadés qu'elle ment ou qu'elle cherche à protéger Edgar. Ils font donc pression sur Monique, car ils sont convaincus et ils ne se trompaient pas. Après un long moment d'interrogatoire, elle craque et explique finalement d'avoir reçu une lettre d'Edgar depuis la prison, dans laquelle il l'a supplié de mentir et de donner une version complètement différente des faits. Les enquêteurs lui demandent donc où se trouve cette lettre. Elle leur répond qu'elle l'a déchirée et jetée près d'une boulangerie à proximité. Les enquêteurs mettent donc immédiatement Monique Binard en garde à vue et vont tenter de récupérer cette lettre. Et heureusement, ils la retrouvent. Elle est effectivement déchirée en plusieurs morceaux, mais elle n'est pas impossible à reconstituer.
Une fois reconstitué, le contenu de la lettre révèle effectivement et confirme ce que Monique avait expliqué. Elle contenait des paroles d'amour adressées à Monique, ainsi que toutes les préoccupations d'Edgar au sujet de la famille Davila. Ils poursuivent donc les interrogatoires avec Monique, et finalement les enquêteurs finissent par obtenir ce qu'ils voulaient. Elle leur explique en fait avoir été enlevée par Edgar. Elle aurait été endormie, et elle se serait réveillée dans le hangar, donc au domicile de Davila. Ce sont des bruits, des cris terribles qui l'auraient réveillée, comme si quelqu'un était en train d'étriper des animaux avec une brutalité extrême. Puis les cris bestiaux se seraient arrêtés pendant un moment, et elle aurait entendu un bruit comme celui d'une bêche qui se plante dans le sol, comme si quelqu'un était en train de creuser des trous dans la terre. Il n'y avait pas vraiment d'autres éléments rapportés sur cet interrogatoire, et nous ne savons pas directement si Edgar lui a avoué ou non avoir tué la famille Davila. Toutefois, cela suffit aux enquêteurs pour passer à la dernière phase de l'enquête, c'est-à-dire fouiller à nouveau la maison et rechercher d'éventuelles fosses creusées autour de la maison. Une fois arrivés à la maison de Davila, les enquêteurs commencent par faire le tour de la maison à la recherche d'indices. Un endroit leur paraît particulièrement suspect. Ils décident donc de creuser et ils y trouvent un collier, puis des vêtements, ainsi que des os de poulet. À première vue, et selon les enquêteurs, cela pourrait ressembler à un rite vaudou. Et en creusant un peu plus, ils découvrent finalement des ossements humains, en très mauvais état, pouvant correspondre à ceux de la famille Davila. Une fois le tri effectué entre les ossements humains et les ossements animaux, ceux-ci sont envoyés pour être examinés, et ils sont formellement identifiés comme appartenant à Donald, Stephanie, Donald Jr. et Donatella. La famille Davila a été enfin retrouvée. D'après les enquêtes et les expertises, Donald serait mort allongé sur le lit. Stephanie aurait tenté de se défendre, car elle porte des blessures au niveau du cou et du flanc. Nous n'avons pas plus d'informations concernant les enfants, et peut-être que cela est mieux ainsi. On suppose alors que l'arme du crime pourrait être un objet contondant ou tranchant très long, mais certainement pas un banal couteau. Il s'avérera plus tard qu'il s'agissait en fait d'une machette, mais l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Edgar est donc jugé, mais il ne plaide ni coupable ni innocent. Durant son jugement à la cour d'assises de Melun, Edgar Boulet ne dit pas un mot, ce qui n'est pas sans poser des problèmes pour le bon déroulement du procès. Sans aveu ni bonne volonté de sa part, l'accusation est contrainte à ne pas pouvoir utiliser que les témoignages et les preuves recueillies dans cette affaire jusqu'à présent. Monique Binard, sa maîtresse, est entendue à la barre, ainsi que les voisins et divers autres témoins qui permettent de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit fatidique du 25 septembre 1995. En fait, Edgar traînait dans la maison de Davila depuis un certain temps. Il y était plus ou moins hébergé, probablement en lien avec des petites soirées que Donald avait l'habitude d'organiser. Il s'était fortement disputé avec Edgar plusieurs jours avant cette date, précisément le 16 septembre 1995, soit 9 jours avant les faits. Le lendemain du meurtre, Edgar s'est confié à un de ses amis, Roland, en lui expliquant qu'il avait fait quelque chose d'horrible. Il lui a même demandé s'il connaissait quelqu'un qui pratiquait le voodoo. Il faut savoir qu'Edgar pratiquait lui-même le voodoo et la sorcellerie depuis plusieurs années. C'est très certainement pour cette raison que des os de poulet ont été retrouvés dans la fosse avec les ossements de la famille. On suppose qu'après le meurtre, Edgar aurait continué à nourrir les âmes des gens qu'il avait tués, afin que leurs âmes ne le poursuivent pas aussi longtemps qu'il aurait occupé leur maison. Dans tout cela, l'accusé ne fait aucun commentaire et ne donne aucun détail. Il ne se prête à aucune confession, malgré tous les témoignages et toutes les preuves accablantes à son encontre. Le motif qui aurait poussé Edgar à harceler Donald, à décimer sa famille et à s'emparer de sa maison ont également été révélés. Le 19 juin 1995, Edgar aurait été expulsé de son appartement, en raison de multiples dettes de loyer. Il lui aurait été accordé 3 mois pour quitter les lieux et récupérer ses meubles, soit au maximum le 19 septembre 1995. Cette date butoir tombe parfaitement entre la dispute entre Edgar et Donald, le 16 septembre, et la date du meurtre, le 25 septembre. Nous pouvons donc y voir un lien. Il aurait ensuite été désespéré de se retrouver sans logement, et il ne disposait pas non plus d'argent pour se sortir de sa situation. Il aurait ainsi très souvent demandé de l'aide à Donald, au point même de le harceler. Nous ne savons pas réellement où Edgar et Donald se sont connus, mais nous pouvons supposer qu'ils auraient pu participer à des soirées ou à des fêtes ensemble, ou bien qu'ils se seraient rencontrés dans le bar où Donald jouait de la guitare. Il faut également préciser qu'ils partageaient plus ou moins les mêmes origines, cela ayant peut-être pu les rapprocher. En réalité, d'après les expertises,
toute la famille aurait été tuée plusieurs jours avant le 25 septembre 1995. L'enquête a révélé que les faits se seraient produits dans la nuit du 16 au 17 septembre 1995. Cette date précise étant en revanche impossible à confirmer par manque de preuves. Malgré l'immense gravité et la cruauté inégalée de cette affaire, où toute une famille a été massacrée, si on y regarde de plus près, il n'existe pas de preuves irréfutables ou scientifiques, comme des traces ADN, permettant d'accuser Edgar formellement. Et c'est exactement sur ce point qui se base sa défense. Mais malgré cela, tout semble accabler Edgar Boulet et son sort est désormais remis aux mains de la justice. Le temps passe et l'accusé ne se confessera jamais, il reste muré dans le silence. Gilberte, la mère de Stéphanie, dit au procès d'Edgar : « Si je ne m'étais pas battue, ma fille et mes petits-enfants seraient encore enterrés à 2,50 m sous terre, pire que des chiens. » Ce n'est que le 18 juin 2000, soit presque 5 ans après les faits, que le jury a rendu son verdict. Coupable. Edgar Boulet est reconnu coupable de l'extermination de la famille Davila et est condamné à la prison à vie. Quant à sa maîtresse Monique Binard, elle n'est pas retenue comme responsable ou complice des actes d'Edgar. Malgré tout ce temps écoulé, il semble ni moins que la justice soit parvenue à être rendue. En fait, Gilberte a toujours eu raison, et ça depuis le premier jour. Elle n'oubliera jamais la façon dont les institutions lui ont toujours tourné le dos, ainsi que le manque d'écoute et l'absence d'aide des autorités. Aujourd'hui, elle est connue en France comme une grande mère courage, qui s'est battue envers et contre tout pour obtenir la vérité pour sa famille. Elle a affronté elle-même l'assassin de sa fille et de ses petits-enfants, en prenant le risque à tout moment de pouvoir perdre elle-même aussi la vie, car elle était le rencontrer plusieurs fois. Gilberte relate tout cela à travers d'une série d'interviews dans les journaux et dans des émissions de télévision, qui nous ont aidés à retracer et à reconstruire l'histoire de la manière la plus détaillée et la plus précise possible. Elle s'oppose toujours farouchement aux demandes de libération d'Edgar, et il semble que cette fois, la loi et la justice soient de son côté. Je n'ai pas pu vous détailler ici tous les éléments des rites vaudous de cette histoire, qui sont particulièrement forts et cruels. La ferme a par la suite été vendue pour 1,50 € le mètre carré. Malheureusement, personne ne ramènera jamais ses parents et ses enfants à la vie. Il faut de même retenir la manière dont la justice a été faite, grâce à l'instinct maternel de la grand-mère, bien plus que la bureaucratie et les procédures infinies. C'est bien grâce à Gilberte, la maman, la grand-mère et la doyenne de la famille, que la vérité a pu être découverte. Ainsi s'achève la triste histoire de la famille Davila.